La profession d'expert comptable au Maroc a été créée depuis 1993, qui a une loi qui a créé l'ordre des experts comptables et qui régit aussi le port du titre d'expert comptable. Et depuis 1993, depuis la genèse de cette loi sur la profession, ça fait maintenant presque plus que 25 ans, ou presque, et je pense qu'elle a atteint un niveau de maturité déjà reconnu par toutes les parties prenantes, à commencer par le ministère des Finances, qui aujourd'hui reconnaît la maturité de cette profession. C'est une profession qui est reconnue sur le plan, je dirais, national, puisqu'on est un acteur, en tout cas principal, dans la production, la fiabilisation de l'information financière aujourd'hui, dans l'accompagnement des pouvoirs publics aussi dans tous les thématiques et les questions qui concernent de plus ou moins l'information comptable et économique, et sociale et juridique également. Et puis parce que c'est une profession qui est aujourd'hui aussi reconnue même à l'international. Il est reconnu à l'international puisque cette profession, quand je dis reconnu à l'international, ça veut dire que ce soit sur le plan régional, c'est-à-dire la région MENA et l'Afrique, mais aussi à l'international. Et ce qu'il y a valu, il y a l'année dernière, d'être élu membre du conseil d'administration de la Fédération internationale des experts comptables, l'IFAC, à côté de 18 autres pays, c'est-à-dire à l'international. C'est une consécration qui reconnaît une certaine maturité pour la profession marocaine à l'international également. Maintenant, la profession marocaine aussi a présidé la Fédération panafricaine des experts comptables. C'est une fédération aujourd'hui qui regroupe à peu près 43 pays africains et 55 organisations professionnelles africaines. Le Maroc a présidé et d'ailleurs il est fondateur de cette fédération. Et puis il a présidé jusqu'à avril de l'année dernière. Il a présidé jusqu'à avril de l'année dernière. Et on est également membre de la Fédération méditerranéenne des experts comptables, qu'on a présidé aussi pendant 2 ans. Et aussi membre de l'AFA, qui est la fédération arabe des experts comptables et des auditeurs. Donc la reconnaissance, à mon avis, je ne pense pas qu'aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose qu'on a vraiment pu avoir il y a des années avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des rencontres, que ce soit continentales ou internationales, on est toujours sollicité pour y participer. À chaque fois qu'il y a des mises en place d'instances, qu'elles soient régionales ou internationales, la profession marocaine est sollicitée pour en faire partie. Et ça veut dire que c'est une reconnaissance. Et puis même localement, je pense que tous les parties, nos partenaires, qu'ils soient privés ou publics, en témoignent aujourd'hui. La réponse est oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, le métier même est dédié aux PME, parce que les grandes entreprises, même si on les accompagne sur certains aspects, mais ils ont les moyens d'avoir leur propre manager et cadre sur le plan financier et comptable. Les PME n'ont pas les moyens justement d'avoir de profil de manager sur le plan qui traite les aspects justement financiers, comptables, etc. Et c'est là l'intérêt justement de l'expert comptable. L'expert comptable, il est formé pour, c'est une formation quand même de Bac plus 8, une formation doctorale, une formation très approfondie en économie, en gestion, en comptabilité, en droit, en finance, en fiscalité, etc. Et donc tout ça fait que l'expert comptable est le professionnel, en tout cas le privilégié, pas uniquement au Maroc. Il y a des études qui ont été faites en Europe et ailleurs, au Canada par exemple, et qui prouvent que les professionnels sont les mieux outillés pour accompagner les entreprises dans leur développement, parce qu'ils arrivent de façon à toucher à tous les aspects de gestion d'une PME. L'année dernière, on avait organisé les assises de la profession à Marrakech. Pas l'année dernière, l'année d'avant, en 2016.
en 2017 plutôt, et qui ont porté justement sur la pérennisation des entreprises, des PME, qu'on avait organisé. On avait invité tous les partenaires qui sont concernés par cette thématique, notamment la CGM, l'AMMC, le GPBM, la Banque du Maroc et tous les autres partenaires, Maroc PME, etc. Et tous ces partenaires-là ont confirmé que pour susciter cette pérennisation, susciter un peu plus le développement et la performance des PME et leur compétitivité, et il est évident que faire appel à un expert comptable est un levier parmi d'autres. Mais être accompagné par un professionnel de haut niveau est très recommandé, très souhaitable pour nos PME. Et d'ailleurs, le taux de mortalité dont vous avez parlé, il suffit de faire un petit sondage pour voir que les sociétés en règle générale qui vivent des problèmes, ce sont des sociétés qui ne sont pas suffisamment accompagnées par des professionnels de haut niveau. Donc, je pense que nos entreprises ont besoin d'être accompagnées par des professionnels de qualité pour qu'ils puissent justement avoir des réponses en temps opportun à leurs problématiques, à leurs questions quotidiennes. Parce que les questions qu'on traite, nous, c'est des questions quotidiennes avec nos entreprises qu'on accompagne. Donc on est très soucieux, mais très au courant de leurs problématiques, de leurs soucis, puisqu'on les voit chaque jour, on les accompagne chaque jour, on les accompagne chaque jour. Les défis, c'est que... Alors les défis, il y a déjà la définition de la mission justement qui est dévolue de par les textes, de par la loi, aux experts comptables. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, la profession comptable, au Maroc en tout cas, il y a 3 composantes, si vous voulez. Il y a les experts comptables, effectivement. Il y a les comptables agréés. Et il y a aussi les fiduciaires ou les comptables indépendants. Donc il y a 3 composantes aujourd'hui. Ils sont vers les 5000 aujourd'hui. Vers les 5000. Donc ces 3 composantes, la définition de leur mission, de par les textes même qui les régissent, fait qu'effectivement, à un moment donné, on va se poser la question sur le marché. Le marché où ils évoluent ces 3 composantes. Quand on parle d'experts comptables, la loi qui a instauré la profession d'expert comptable, le titre d'expert comptable, lui a réservé la certification des comptes comme exclusivement. C'est-à-dire que pour tout ce qui est certification des comptes, tout ce qui est audit financier, tout ce qui est commissariat aux comptes, tout ce qui est commissariat aux apports aussi, tout ce qui est certification pas des états financiers de leur ensemble, mais de comptes précis, des comptes précis comme les comptes de créances ou des clients, etc. Tout ça, je dirais, est réservé exclusivement à l'expert comptable. Sauf que, bien évidemment, quand on voit l'évolution aujourd'hui des nombres des experts comptables en corrélation avec le marché, depuis une dizaine d'années, vous allez voir que le marché est presque à stagner. C'est-à-dire aujourd'hui, notre marché à nous, la mission qui est dévolue aux experts comptables, est un marché de renouvellement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveaux dossiers qui arrivent, ils sont très peu. Et par ailleurs, le nombre des experts comptables, il est en train d'augmenter de manière, je dirais, très importante ces dernières années. Tout à l'heure, j'ai parlé de 643 experts comptables aujourd'hui. Il y a également 345 sociétés d'expertise comptable, puisque les experts comptables peuvent exercer soit en personne physique, soit en personne morale. Et donc, pas 325, 340 sociétés plutôt. Et donc, 340 sociétés d'expertise comptable et 643 experts comptables personnes physiques. Si vous rapportez ça, si on prend aussi le nombre de collaborateurs, avec une moyenne de 10 collaborateurs par expert comptable, on parle de collaborateurs de très haut niveau, la majorité c'est des masters, vous allez voir qu'on est à peu près à 6500 collaborateurs. Donc ce n'est pas une petite profession, même si on donne l'impression que le nombre des experts comptables, si on met de côté les 2 autres composantes, on pense que le nombre est réduit. En réalité, le nombre n'est pas réduit. Quand on ramène tout ça au marché de l'audit lui-même, vous allez voir que
On est au niveau des marchés libres, où les prix sont fixés par la libre négociation, ils sont soumis à l'offre et à la demande, puisque la demande, il est ce qu'il est, et l'offre, il augmente chaque année. Quand je dis l'offre, c'est l'offre de service des experts comptables. C'est tout à fait normal que les prix soient tirés à un moment donné vers le bas. Donc nous, en tout cas au niveau de la profession comptable, comme c'est une profession réglementée, la profession d'expert comptable, comme s'il est réglementé, on est tenu de par les textes à veiller sur un exercice sain de la profession. Quand je dis un exercice sain de la profession, ça veut dire que s'il y a un problème de marché, ceci ne peut en aucun cas justifier un manque de qualité au niveau des travaux des experts comptables, ni au niveau de leurs conditions d'exercice qui sont liées à leur comportement, à leur compétence, à leur formation continue, à leur discipline, etc. Donc l'institution ne peut pas tolérer ce genre de justification. C'est pour cette raison-là qu'on a développé un contrôle qualité aussi depuis plus que 15 ans, et qui aujourd'hui on peut dire qu'il est fluide, via lequel l'institution diligente chaque année un certain nombre de contrôles qualité dans les différents cabinets, pour s'assurer que les confrères respectent leurs obligations professionnelles, et que leurs travaux respectent aussi les règles de qualité, les référentiels, que ce soit comptable ou d'audit, et pour veiller aussi sur le respect également des règles d'éthique et de déontologie, parce que la profession elle-même, elle est basée sur des piliers qui justifient même l'existence de la profession en réalité. Vous avez le premier pilier, c'est la compétence. Le deuxième, c'est l'éthique. Et le troisième, c'est la déontologie. C'est-à-dire que la compétence, on considère qu'avec un bac plus 8, avec un diplôme d'expert comptable, la compétence est liée, mais comme formation initiale. Sauf qu'au fil des années, il faut que les membres aussi, les experts comptables, se forment de manière continue. Et il y a une obligation, qui est d'ailleurs internationale, qui exige des experts comptables une formation de 40 heures minimum, formation continue de 40 heures minimum par an. Et donc nous, on doit veiller sur le respect de cette obligation, qui est une obligation en réalité vitale. L'éthique, vous l'avez compris, c'est un corps réglementé, c'est une profession réglementée. Donc on veille sur le respect des règles d'éthique qui sont prévues par notre code de devoir professionnel. Et la déontologie, c'est la relation entre les différents membres de l'ordre qui doivent respecter aussi les règles de bonne confraternité, etc. Donc je pense qu'on essaye, nous, en tant qu'institution, de veiller sur ces trois composantes. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à prendre les statistiques. C'est une profession qui existe aujourd'hui plus que 25 ans. Il n'y a pas on n'a jamais eu d'incident ni de cas où la profession est pointée de doigt. C'est parce que quelque part aussi, il y a cette maturité dont on a parlé tout à l'heure. Il y a un niveau d'exercice professionnel de qualité. En témoignent tous nos partenaires, sans exception, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on n'a pas vraiment de soucis. Ce qu'on attend, c'est qu'on arrive finalement à atteindre les objectifs qui sont justement assignés à ces assises dans la note de cadrage, que vous avez certainement eu l'occasion de voir, et qu'on arrive à faire des propositions pour mettre en place un système fiscal marocain équitable, un système fiscal efficace aussi. Bien évidemment, efficacité veut dire forcément simple à comprendre, etc. Mais aussi un système fiscal efficient, qui permet d'atteindre les objectifs assignés à la fiscalité de manière générale, qui sont prévus par la théorie fiscale elle-même. Mais aussi, on attend aussi à ce qu'on se conforme aussi aux bonnes pratiques à l'international, parce qu'on n'est pas, on est une économie ouverte, ce qui suppose qu'il y a un certain nombre de principes, de règles fiscales qui s'internationalisent, et le Maroc ne peut pas faire l'exception à ce niveau-là. Et ça veut dire qu'il faut mener une réflexion par rapport effectivement à notre positionnement par rapport à nos concurrents. Que le veut ou pas, le facteur fiscal aujourd'hui est devenu
l'un des facteurs décisifs, même de l'attraction des investissements étrangers et des capitaux étrangers. Donc il faut penser à revoir notre système pour asseoir, par exemple, une vraie neutralité de la TVA. C'est l'un des objectifs prévus, en tout cas par la note de cadrage. Pensez aussi à faire une vraie simulation pour dire est-ce qu'aujourd'hui l'imposition des revenus, par exemple, de capital et le revenu de travail, est-ce qu'elle est équitable ou pas. Et quand on dit équitable, c'est pas dans le sens équité au sens littéraire, c'est-à-dire équitable, c'est dans le sens objectif assigné et contexte dont il évolue chaque catégorie d'opérateurs et de revenus. Également, est-ce que notre système aujourd'hui sert la croissance économique? Est-ce qu'elle encourage des investissements aujourd'hui? C'est des questions légitimes et c'est l'occasion d'en débattre avec toute l'objectivité qu'il faut, avec tout le courage qu'il faut pour dire voilà ce qui ne va pas, voilà ce qu'on propose qu'il faut régler. Et là, notre institution, il est associée effectivement aux assises au niveau des groupes de travail thématiques. Vous savez qu'il y a 15 groupes qui vont travailler sur ces aspects-là. Et donc, c'est l'occasion pour nous aussi de contribuer en tant que force citoyenne aussi pour la modernisation de notre fiscalité. Ceci dit, il ne faut pas non plus oublier de signaler qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'efforts. Il y a un travail colossal qui est fait ces dernières années pour la modernisation. C'est-à-dire c'est pas nouveau, c'est-à-dire c'est un chantier qui était déjà ouvert il y a quelques années et que je l'espère en tout cas, ces assises vont être l'occasion justement de consolider tout ce qui a été fait depuis ces années-là et de re-questionner effectivement le travail qui a été fait depuis ces dernières années et pourquoi pas arriver à un système qui répond aux objectifs dont on a parlé, notamment l'efficience qui est très attendue. Voilà. Alors, M. Magali, une avant-dernière question. Et qu'est-ce que vous en pensez de la loi de finances 2019 et des mesures fiscales qu'elle a prises? Les mesures fiscales de la loi de finances 2019, je pense que la loi de finances 2019, c'est la loi de finances 2019, c'est la continuité, si vous voulez, des lois de finances d'avant. Il y a beaucoup de clarifications qui sont apportées à quelques articles qui posent problème d'interprétation. Beaucoup de confirmations aussi effectivement, et ça on le salue aussi, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la conformité aux pratiques internationales. Il y a quelques effectivement clarifications pour rapprocher nos dispositions fiscales avec celles communément reconnues à l'international. Il y a aussi effectivement, puisqu'on parle de l'équité, vous avez vu qu'il y a la revue du barème de l'IS pour aller vers plus de progressivité également pour les secteurs qui étaient avant exclus de ce barème. Il y a aussi sur le plan de l'IR, je pense qu'il y a la revue de la mesure phare qui est celle relative à la revue de système, si vous voulez, d'imposition des revenus locatifs, qui, à mon avis, il va dans le sens de généralisation aussi de l'élargissement de la base imposable à ce revenu, parce que de ces revenus, parce que effectivement, avant le système ne prévoyait pas des mécanismes qui permettent justement le contrôle de la base. Je pense que globalement le système va le permettre. Ça, c'est mon sentiment. Maintenant, reste quelques réglages, effectivement, qui sont d'ordre très pratique, très technique, dont il faut peut-être accompagner l'administration, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'une approche participative pour y répondre, mais qui ne vont pas, à mon avis, qui ne privent pas, à mon avis, les mesures elles-mêmes de leur pertinence. Quelles que soient les mesures qui seront prises,
au niveau de la loi de finances, certainement il y aura des difficultés pratiques qu'il faut régler. C'est ce que nous sommes en train de faire en partenariat avec l'administration. Maintenant, comme toute loi de finances, il y a un contexte national, il y a un contexte international, il y a des considérations qui sont liées au taux de croissance, au prix des hydrocarbures, aux maîtrises de l'inflation, aux maîtrises même du déficit budgétaire, qui est un principe constitutionnel, qui font effectivement que parfois on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Beaucoup de mesures, effectivement, qui sont souvent proposées par les professionnels ou par même les entreprises, et qui sont pertinentes d'ailleurs, mais qu'on n'arrive pas, qu'on reporte parfois, parce qu'il y a cette contrainte, effectivement, d'équilibre budgétaire qui fait qu'on gère ça dans le temps. Donc il faut rester, à mon avis, positif. Il y a beaucoup a été fait. Il y a une prise de conscience générale, ça c'est clair. Il y a beaucoup d'efforts sur le plan de communication aussi, parce que cette loi de finances, il est venu également avec un certain nombre de dispositions qui complètent celle de l'année dernière de la loi de finances 2018 sur le plan digitalisation, justement. Et donc, à ce niveau-là, il y a un travail de communication, effectivement, vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des contribuables, pour leur expliquer l'intérêt d'un certain nombre de dispositions.